Avant de démarrer cet épisode, je vous rappelle que pour montrer votre soutien au podcast, il vous suffit de vous y abonner via votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également nous laisser 5 étoiles et rejoindre Slice sur ses pages LinkedIn et Facebook. Bonjour à tous et bienvenue sur Slice, le podcast qui vous parle de l'entrepreneuriat. J'ai la chance d'être entourée quotidiennement par des gens tout à fait fascinants. Des hommes et des femmes, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui se sont lancés avec la conviction d'avoir la bonne idée, la motivation, l'envie d'innover qui mèneront leurs entreprises et leurs équipes sur le chemin du succès. L'important c'est le voyage, semble-t-il, alors ce chemin, il m'intéresse beaucoup. Le résultat de ma curiosité, le voici, c'est Slice, le podcast. On parlera ici de réussite et d'échec, d'innovation, d'industrie, de création et de reprise d'entreprise, et au final, de la vie tout simplement. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 8e épisode de Slice. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Christophe Cordès, le patron de la société Siepel, installée depuis plus de 30 ans à la Trinité-sur-Mer. C'est à Vannes que Christophe m'a rejoint pour parler de son parcours. Longtemps, il est resté indécis quant au métier qu'il voudrait faire plus tard. Et puis voilà qu'on lui propose d'entrer chez Siepel pour en créer de toutes pièces la direction commerciale dans un secteur d'activité dont il ignore tout. Après plus de 10 ans de challenge, il va quitter cette société pour mieux y revenir quelques années plus tard et en prendre la direction. Je vous laisse découvrir l'histoire de Christophe et de Siepel, qui est à ce jour la dernière entreprise française de conception et de fabrication de cages de Faraday. Bonne écoute! Alors bonjour Christophe, merci beaucoup de m'avoir rejoint à Vannes depuis la Trinité pour participer à Slice et puis pour me raconter un petit peu ta vie, la vie de ton entreprise Siepel. Voilà, comme tu le sais, j'ai une question traditionnelle pour commencer chacune de mes interviews. J'aurais voulu savoir ce que tu voulais faire quand tu étais petit. Bonjour Marjolaine, c'est une bonne question, parce qu'en fait ce que je voulais faire c'est un métier qui n'existe pas. D'accord. Je voulais être pompier dans un avion. Pompier dans un avion. Donc en fait devenir extincteur, qui d'une certaine manière ne m'aurait pas mené bien loin en termes de carrière et uniquement en altitude. Donc voilà. Pompier Donc du coup normalement je rebondis facilement sur alors as-tu fait les études pour devenir pompier dans un avion? Peut-être pilote? Non, je ne sais pas. Non, donc non, tu ne pourras pas te raccrocher à ça malheureusement. Non. Donc non, je n'avais pas de prédisposition de métier particulière, plus sérieusement. Et c'est peut-être finalement ce qui a été ma chance. Parce que ne pas trop savoir ce que je voulais jusqu'à un âge assez lointain permet de rester généraliste et de se former tout en prenant conscience de soi et puis en décelant là où on peut finalement le mieux se faire plaisir. Du coup, au lycée, tu fais une filière quoi? Scientifique, littéraire Pas du tout. Moi, je fais un bac B des années 80, donc ce qui va déjà te donner mon âge, d'une certaine manière. Donc le bac B. Et puis, non, j'ai toujours été très intéressé et très ouvert à beaucoup de sujets. D'accord. Donc, curieux en général et curieux de comprendre les choses, les gens. Et j'ai la chance naturellement de m'imprégner du bon côté des gens que je rencontre et d'oublier leurs éventuels défauts. Donc ça me permet d'apprendre beaucoup à leur contact. Et donc tu fais un bac B. Donc bac B, si tu peux définir parce que c'est vrai que là, moi, ça me dit pas grand-chose. C'était économique. Économique, d'accord. Et donc tu le passes, tu le réussis, je suppose, avec succès. Je le passe. Tu le passes je le passe tranquillement. Voilà. Tu as toujours vécu en Bretagne ? Non, moi je suis un enfant du 10e arrondissement de Paris. Donc j'ai fait toute mon enfance République, au moins c'est Gare du Nord, au moins jusqu'à jusqu'à l'âge de 10 ans dans Paris intramuros. D'accord. Et puis après j'ai habité en banlieue, mais non, je suis un vrai Parisien pure souche. Pure souche, d'accord. Donc tu passes ton bac, que tu réussis à l'aise, et là il faut choisir ce qu'on va faire par la suite. Disons que 3 mois avant le bac, je savais toujours pas ce que j'avais envie de faire. Okay. Bon, ça arrive à beaucoup de gens. Tout était normal, j'ai envie de dire. Oui. Pas plus de vocation depuis l'âge de 4 ans qu'à 18. Ça restait, j'avais arrêté l'extincteur, mais à part ça, je ne savais toujours pas.
Mais donc 3 mois avant ce bac, en 1982, pour poser un peu le contexte de l'époque, parce que les choix actuels d'orientation sont multiples. À cette époque, sans faire d'archéologie, c'était quand même beaucoup plus restreint. Et donc j'ai passé un concours et j'ai intégré une école de commerce qui, à l'époque, s'étalait sur une durée de 4 ans. C'était le format des années 80, c'était 4 ans. D'accord. Voilà. Ça t'a plu ? Ça m'a plu, j'ai pu voyager, j'ai pu continuer à apprendre de différentes matières, parce que finalement ce ne sont pas des études complètement spécialisées. On touche à l'économie, au droit, au commerce international, à la gestion, etc., au marketing. Et j'avais toujours pas à ce moment-là de fibre particulière, donc j'étais dans un domaine qui m'intéressait, mais sans voir pour autant quelle projection et notamment quelle fonction en particulier. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fini ces 4 ans d'études ? On cherche un travail. Non, mais en même temps, c'est bien de ne pas avoir une définition, vraiment d'être décidé sur ce qu'on fait, parce que là, tu peux chercher partout. Parce qu'en fait, c'est 4 ans d'études, un service militaire, et puis donc toute une période globale. Ça se faisait aussi à cette époque-là. Désolé Marjolaine, mais c'était pas encore aboli. Hein. Et donc, tu as fait combien de temps de service militaire ? J'ai fait 12 mois en Allemagne. Et puis, donc, je suis revenu, j'ai fini mes études. Et puis là, il a bien fallu trouver un job. Je me suis pas pressé. Non pas que je n'avais pas envie de travailler, bien au contraire. Mais je sentais qu'il me manquait quelque chose dans mon cursus. Okay. Si on est honnête envers soi-même, on sait tous à un moment donné si les études ont été complètes, s'il faut en voir d'autres aspects ou autres. Et je me rendais compte qu'il me manquait une espèce de fibre ou une complémentaire. Et puis, j'ai été sollicité par une entreprise bretonne à cette époque-là. Elle t'a repéré comment ? Par relation. C'est toujours pareil, quelqu'un qui connaît quelqu'un, et puis voilà. Qui connaît quelqu'un qui l'a dit à l'autre. Et puis là, on m'a proposé un job qui m'a bien plu, parce que c'était hors de mon champ de compétences techniques, hors de mon champ d'expérience et complètement, quasiment non encadré et livré à moi-même. Donc, en théorie, le job qu'il faut absolument fuir est refusé. Qui ferait peur, normalement, mais bon. et là, j'ai découvert que c'était effectivement une chance et une source d'acquisition de compétences qui me manquait. En l'occurrence, j'avais fait des études d'école de commerce. Tout le monde sait ce que c'est, je ne vais pas y revenir. Et là, on me propose un job de faire un travail de commercial, pour lequel je n'étais pas formé, dans un domaine technique auquel je ne connaissais même pas le vocabulaire, et en devant créer la structure commerciale censée m'héberger et me faire fonctionner. Ah oui. Donc pire, c'était pas possible. Ah oui, c'est un vaste projet, oui, en effet. Donc ça m'a semblé séduisant, okay. et j'ai accepté. D'accord. Et j'ai occupé ce poste pendant 9 ans. Ouais. Et ce qui m'a permis d'acquérir, en fait, j'ai envie de dire, une teinture technique, un début de découverte du monde de la technique au sens large, de ce secteur industriel, et de l'apprendre pas à pas, dans la douleur forcément, mais avec intérêt, parce que je découvrais un autre monde qui venait compléter celui d'où je venais. Et donc, t'as pas dit quelle était cette fameuse société bretonne ? Non, la société s'appelle Siepel. Elle était basée à l'époque comme aujourd'hui à la Trinité-sur-Mer. Tiens, Siepel. Donc Siepel, ça veut dire Société industrielle d'études et de protection électronique. Lorsque j'étais recruté, elle avait été créée 3 ans auparavant. Oui, en 86, voilà. Donc les fondateurs étaient tous des gens avec un très fort tropisme technique, pas du tout commercial ou marketing, et leur volonté en me recrutant, c'était de se dire on n'a rien à perdre à prendre un jeune diplômé parisien
basé à Paris parce que la plupart des clients étaient parisiens à l'époque ou dans les grands bassins industriels. Ah, t'étais en télétravail déjà à cette époque-là? Oui, on n'avait pas de téléphone portable et il n'y avait pas encore d'ordinateur non plus. Il y avait le bebop ou... Il n'y avait rien. Et moi, j'ai eu la contrepartie d'apprendre et de découvrir un secteur et des métiers que je n'imaginais même pas. Ouais. Ce qui fait qu'au bout de plusieurs années, j'ai réussi à me construire en fait un champ de connaissances. Je ne parlais pas de compétences, ça serait pompeux, mais un champ de connaissances croisées, de plus en plus, bien sûr, renforcé, et me permettant de devenir un vrai généraliste finalement, ouais. Puisque touchant à tout sans aller forcément au fond des choses, je ne peux pas être un spécialiste, mais je devenais un spécialiste du général. Et ça correspondait finalement à ce que je recherchais. Et puis au bout de 9 ans, j'ai senti que j'étais arrivé au bout de ce voyage de manière positive. J'avais pas beaucoup plus à obtenir, pas beaucoup plus à donner. Tu veux dire à ce poste-là? À ce poste-là. J'avais commencé à mettre en place la structure, à travailler sur l'export. On était parti de rien, donc tout s'était établi. Tu avais tout créé, quoi. Et ce que j'avais acquis comme compétences supplémentaires, comme expérience, rendait le costume un petit peu étroit. Donc on s'est séparés bons amis. Okay. On est restés en très bons termes. J'ai expliqué la situation à mon patron de l'époque, qui l'a parfaitement compris et qui l'attendait probablement depuis déjà un certain temps. Ok. Et c'était en 80... Oh là là, c'est déjà un certain temps. Ah bah non, mais attends, créé en 86, tu rentres 3 ans en 89. C'était en 97, en fait, lors d'un salon à Singapour. J'ai été approché par un Allemand et un Américain, et qui m'ont proposé de prendre la direction de leur petite filiale en France. Et le côté amusant et anecdotique, c'est que je connaissais le dirigeant de cette filiale-là. Oui. Et je ne cherchais pas du tout à prendre sa place, où on se connaissait très bien. Hein. Oui. Mais de toute façon, il était viré. Il ne le savait pas, mais il était licencié, et, il aurait été de toute manière remplacé. Okay. Donc moi, le challenge m'intéressait, parce que je sortais d'un job de terrain pour continuer sur le terrain, mais à un rôle de dirigeant de PME, de petite taille, adossé à un groupe américain. Donc ça me semblait aussi aucun risque, challenge intéressant, et il était temps à 30 et quelques années d'aller vers ce qui en fait correspondait à ma nature, c'est-à-dire de l'organisation, du management, et en ayant les 9 années d'expérience de terrain commercial et technique. Elle s'appelait comment cette filiale ? Elle s'appelait Amplifier Research France. Donc D'accord. J'avais un autre nom à l'époque, mais ils l'ont changé par la suite. Mm-hmm. Et là, ça a été la découverte non plus de la PME de Bretagne telle que je la connaissais, mais d'une structure à influence anglo-saxonne, avec des objectifs clairs de développement sur fonds américains et sur vraiment je bénéficiais d'un entourage des filiales allemandes, anglaises et de la maison mère américaine qui m'apportaient avec leurs dirigeants plus âgés que moi toute leur expérience et compétences en la matière, et c'était une très bonne école. Ah oui, en fait, parce que je me dis que prendre la direction d'une PME comme ça, quand tu sors d'un job employé, on va dire, où tu es juste responsable, ça pourrait faire peur, ça pourrait... j'avais déjà accepté un job où j'y connaissais rien, oui, donc finalement... C'est vrai que vu comme ça... j'étais beaucoup moins en risque. C'est ça, ouais, mais c'est sûr que là, tu étais en sécurité, on va dire que tu étais... Non, je revenais plus sur mon terrain de formation initiale, je restais dans le même secteur d'activité. D'accord. Et cette entreprise avait un rôle essentiellement de négoce. Okay. Donc, les facettes à gérer et à traiter restaient raisonnables. D'accord, tu fabriquais toi dans cette PME ou c'était plus tu vendais du matériel qui était fait en Bretagne à l'étranger? Non, là dans la PME. À Paris, c'est la distribution de matériel de mesure qui était fabriqué essentiellement aux États-Unis ou ailleurs. Voilà.
Donc de la négoce pure, pas de... Donc j'étais plus dans le monde de l'industrie, mais dans le monde du négoce B2B. Et forcément, en n'ayant jamais fait ce poste de dirigeant, même d'une structure de taille modeste, il devait y avoir 6 salariés quand je suis arrivé, forcément j'avais aussi des illusions, ce qui permet d'avancer. À 33 ans, sans connaître ce type de job, 33 ans quand même, pas mal. ça permet d'avancer et puis d'y aller sans risque. En fait, c'est quand on ne tente pas qu'on est à la fois frustré ou qu'on peut avoir un échec, donc il fallait y aller. Il y a des métiers que tu as découverts, des choses qui t'ont un peu déstabilisé dans cette... Oui, tout, parce que okay. rien ne s'est passé comme j'imaginais. Et finalement, c'est une chance parce que ça oblige encore une fois à apprendre. En permanence, il faut se considérer sur un point de départ et puis avec une nécessité d'acquisition, d'en mettre à zéro ce qu'on imaginait. Mais malgré tout, il faut une dose de naïveté ou d'envie de faire pour se jeter à l'eau. Parce que si on connaissait la fin de l'histoire ou les tracas qu'on peut rencontrer, on serait peut-être un peu moins motivé et ça serait une erreur. Y aller, ouais. D'accord. Et tu restes combien de temps alors dans cette PME 11 ans. Ah oui, un beau parcours. 11 ans qui me permettent... il y a eu pas mal d'anecdotes, hein, parce que le deuxième jour de mon arrivée, mes associés ont viré Manu Militari deux des 3 personnes qui restaient. Enfin, ça a été... et je me suis retrouvé après avec la clé de l'entreprise, la feuille de route, et puis à devoir rembaucher, retravailler, remettre en état. Et eux ont repris leur avion puis étaient repartis dans leur destination d'origine. Ah oui. C'est aussi formateur. Mais ça permet également, ils avaient raison, ça permet aussi de faire table rase et puis au bout du compte de débarrasser des scories qui auraient pu perturber une reprise et me donner carte blanche finalement pour avancer à mon rythme et m'en rendre aussi responsable si jamais ça ne fonctionnait pas. Donc tu restes 11 ans, pourquoi tu décides de partir ? Je décide de partir parce que il est difficile de... déjà, j'ai appris beaucoup de choses en 11 ans. Donc, je mûris, je découvre ce que c'est vraiment la gestion, ce que c'est que le recrutement, travailler avec un fournisseur et actionnaire américain, avoir des coéquipiers qui soient allemands, anglais. J'ai commencé grâce à eux à côtoyer ce métier au niveau international et à me tisser aussi un carnet d'adresses qui était intéressant. Et puis l'actionnaire américain a décidé de se débarrasser dans ses filiales européennes de tous les dirigeants, en considérant qu'il pouvait gérer à distance en se passant de responsables locaux. Comme ça l'a pris comme... C'était à la mode dans les années 80... dans les années 2000. Fin 2000, c'était à la mode côté américain. Les Américains ont souvent des modes de management. Oui. Ils décident, ils ont une lubie sur un sujet, ils l'appliquent et après ils passent à une autre. Go. Alors, c'est pas forcément toujours mauvais, mais en tout cas, c'est souvent brutal. Donc là, ils décident de se débarrasser de l'ensemble des dirigeants qu'ils ont localement et puis de confier le management à des comptables basés en Irlande. D'accord. Et de laisser les responsables commerciaux mettre à bord. Le tout pour économiser probablement les salaires des dirigeants. Et puis en se disant surtout qu'ils avaient un véritable contrôle et une prise directe et qu'ils pouvaient insuffler depuis les États-Unis leur mode de management, leur mode de marketing de manière uniforme. En oubliant qu'on parle probablement une vingtaine de langues en Europe. Mais c'est ça, il y a des spécificités propres à chaque pays. Je suppose que les Français ne gèrent pas comme des Allemands, qui ne gèrent pas comme des Anglais, qui ne gèrent pas comme on peut le faire en Italie. C'est une évidence, c'est évident. Et on ne manage pas non plus le personnel de la même manière, de manière c'est ce qu'on fait aux États-Unis. Voilà. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ça a marché ou pour la petite histoire? Non, ils se sont crachés. Ah oui. Ils ne l'ont jamais reconnu, existent toujours. Mais ont perdu la domination du marché européen et ont permis l'émergence de concurrents, notamment les homologues qui dirigeaient certaines filiales à l'étranger se sont mis à leur compte et puis ont fait la promotion de matériel concurrent. Donc ils ont tissé leurs pertes et ont permis l'éclosion
d'autres sociétés et de gens qui ont rebondi sur cette activité. activité. Il y a peut-être certaines personnes qui les remercient à l'heure d'aujourd'hui. Oui, oui, clairement. Sûrement. Donc en gros, tu te fais virer, clairement. Oui, mais Ouais, il le bon. fallait, la situation Oui. devenait intenable. Ah oui, ça devait être étouffant, oui. C'était pas possible, donc c'est une page qui se tournait en fait. Ouais. Et c'était logique, donc... Tu l'as pris comme ça à l'époque ou Ah oui, c'était... Ah oui, vraiment zen. Ah, complètement. D'autant plus que, en commençant avec eux 11 ans avant, je m'étais toujours dit qu'avec des Américains, rien n'était jamais certain et que la parole d'un jour ne faisait pas celle du lendemain. Donc D'accord. et puis quand on devient dirigeant, ça fait partie du jeu. On n'est plus dans cette notion de sécurité ou de contrat gravé dans le marbre. C'est plus ça qui nous motive. D'accord. Ah, j'aurais pas imaginé. C'est pas la première. Ouais, j'aurais pas pensé que c'était si peu. Après, oui, c'est peut-être différent quand tu es salarié que quand tu possèdes ton entreprise. Il y a différents stades. Moi, j'étais un gérant minoritaire en termes d'actionnariat. Donc, sans poids particulier, sauf que j'avais quand même contribué avec les gens que j'avais recrutés pour reconstituer cette filiale, à ce qu'elle soit un succès, à ce qu'elle passe d'une situation déficitaire à une situation positive, et elle était en position de challenger en France et était devenue leader sur son marché. Donc le boulot avait été fait, Oui. et ce qui était normal. Oui, bien sûr, oui. C'était la contrepartie légitime. Ensuite, dès lors que l'actionnaire américain veut gérer à sa manière, il le fait à sa manière. Et puis, la sortie était conflictuelle parce que elle ne pouvait que l'être, mais elle n'a pas été inattendue. Ça fait un peu partie du jeu. Ok. Et j'étais d'autant plus à l'aise que quelques années auparavant, le patron que j'avais à l'époque chez Siepel, Oui. à mes débuts, m'avait recontacté en me demandant si je souhaitais prendre sa place. C'était combien de temps avant ton départ De la boîte américaine, Ouais. 4 ans. Ah oui, quand même, oui. D'accord. Et Donc quand il t'appelle, tu... Je lui dis ok, très bien. On verra. Et donc j'en parle à mes associés américains. Je leur dis voilà, j'ai cette offre qui m'est faite. Ça m'intéresse parce qu'en plus, je souhaiterais conserver les deux jobs, c'est-à-dire devenir dirigeant et actionnaire principal de Siepel, et dans le même temps rester le gérant de la filiale américaine à Paris. Et je leur dis c'est deux métiers complémentaires, c'est les mêmes segments sur la France, donc je vous propose que vous acceptiez que je fasse les deux jobs. Ok, donc comment a été reçue cette demande? Elle a été reçue avec... Il y a eu un petit silence, effectivement, comme tu l'as marqué. Et puis, ils ont été malins. Ils ont été malins et puis, bien évidemment, un peu calculateurs, ce qui était logique. Je les mets un peu devant un fait accompli. Je leur demande leur avis. Ça veut dire également qu'ils sont en situation de pouvoir rebrasser les cartes et redicter le jeu. Mm-hmm. Et c'est aussi le monde des affaires, ça fait partie du deal. Donc ils ont accepté, donc on a tout fait dans les règles en termes de papier, etc. En se disant que je me casserais la figure. Ils sont vraiment sympas. C'est vraiment des gens sympas. Et qu'en me cassant la figure, ça leur permettrait soit de se débarrasser de moi, soit de me resserrer au collet encore plus, et de m'imposer leur diktat et leur volonté. Les hommes de peu de foi. Et puis, exactement. Et puis ils se sont dit que ça leur coûtait rien dans un premier temps. Oui. Et donc c'est surtout ça. Ils sont charmants. Et ils ont accepté. Et puis ça s'est bien passé, ça a permis de renforcer les deux business de manière intelligente. Ça a bien tourné. D'accord, donc évidemment, pendant 4 ans, j'ai pas compté mes heures, puis j'avais aussi des déplacements dans le monde entier, donc ça a été actif. Et finalement, ça a surtout abouti de leur côté à une forme de jalousie. Ce qui fait que lorsque le départ s'est fait, j'avais déjà une autre direction d'entreprise qui était à côté de moi, qui était déjà disponible, qui fonctionnait. Et puis, la situation n'était plus tenable, parce que là où ils auraient dû être satisfaits, il y avait une certaine forme de jalousie. Puis moi, ça m'a permis d'avoir une vie un peu moins compliquée, parce qu'on ne peut pas non plus
tirer tout le temps sur le bonhomme. Oui, bien sûr. Il faut aussi pondérer un peu les choses. Mais ça m'a permis sur ce temps commun de finalement doubler mon expérience aussi de dirigeant, mais également de doubler, voire plus, la connaissance du circuit commercial mondial dans le domaine d'activité qui est toujours le mien aujourd'hui. Et ça, c'est aussi une grande valeur importante. Et puis, sans vouloir être trop négatif sur l'influence américaine, il y a aussi de très bons côtés en termes de marketing, en termes d'organisation. Et j'ai gagné beaucoup de temps et d'années à leur côté en découvrant leur méthode de travail. D'accord, donc si je comprends bien, donc pendant 4 ans, tu restes gérant de cette entreprise, de cette filiale américaine à Paris, et en même temps, donc comment ça se passe avec Siepel? C'est-à-dire que les dirigeants décident de prendre leur retraite ou Non, mon prédécesseur décide de continuer de travailler, mais il en avait par-dessus la tête de son mandat social, par-dessus la tête du rôle de dirigeant qu'il avait depuis au moins une quinzaine d'années. D'accord. Et il a pris une fonction technique de chef de projet et donc il était dans la boîte, je pouvais le voir, on discutait, c'était sympa, mais n'a plus mis la main sur la gestion au quotidien. D'accord, donc toi tu reprends ça tout d'un coup, tu deviens... oui, en 2002. Tu prends directement la direction de Siepel. Comment s'organise ton temps? Parce que j'imagine que ça doit être compliqué, non? Je le voyais pas compliqué à l'époque. Je le voyais juste comme étant planifié et bien rempli et comme étant normal. Avec le recul, je ne le dirais pas de la même manière et je ne le referai pas aujourd'hui à mon âge et en connaissant les choses. Grand âge. Mais c'était une question d'organisation et de motivation parce que ce qui est important, c'est d'être motivé. On ne fait pas ce genre de grand écart s'il n'y a pas un plaisir à le faire, un intérêt à le faire. Sinon, ça ne vaut pas la peine. D'accord, ok. Et donc, quand tu quittes définitivement la boîte américaine, donc 4 ans plus tard... 11 ans après et 4 ans avoir pris Siepel. Oui, 4 ans après avoir pris la direction de Siepel. Comment se fait le déménagement de Paris à... Je ne suis pas déménagé parce que je suis resté sur Paris pour des raisons familiales et puis pour des raisons de business parce que déjà à l'époque, on mettait en place une stratégie export pour Siepel. Et le meilleur aéroport, ça s'appelle Charles de Gaulle. Et Charles de Gaulle est à Paris. N'oublions pas non plus, toujours pour faire un petit rétropédage, que la Bretagne reste un territoire extrêmement excentré. Oui. En termes d'aéroport, même en termes de train, ça fait très peu de temps qu'on a du véritable TGV. Ouais. Donc la notion de mise en place d'une activité export, de développement, de prise de contact, se faisait plus facilement au départ de Paris. Puis quand j'étais pas en déplacement, j'étais ici et en Bretagne et tout allait très bien, quoi. Ouais. Voilà, donc j'avais plusieurs vies. Et au niveau familial, ça n'a pas posé de soucis Je sais que tu es mariée. je l'étais à l'époque, mais j'ai changé entre-temps. Ah, pardon. Mais j'ai toujours essayé d'être disponible pour mes enfants. Ouais. Et en fait, eux sont nés dans ce contexte. Donc ils ont aussi... c'était leur environnement. Ouais, leur façon de vivre. Donc d'une certaine façon, ils l'ont peut-être subi, probablement. Mais ça ne leur a pas été imposé d'une manière brutale et ça s'est fait. T'as combien d'enfants ? 2. Ok. Donc du coup, tu prends donc t'as pris la direction de Siepel, ça fait déjà 4 ans, donc t'es un peu habitué. Il y a combien de personnes chez Siepel à l'époque ? À l'époque, 35-40. Hein. D'accord, c'est plus que l'entreprise américaine ? Oui, parce que c'est un fabricant. Donc on a des usines, on a des ateliers, on fabrique. C'est pas le même métier, il y a le négoce d'un côté, puis il y a la fabrication de l'eau. Donc c'est deux domaines complètement différents. Et tu avais un temps d'avance, vu que tu avais déjà fait 9 ans chez Siepel auparavant. C'est ce que je croyais. Ah, mais en fait, une fois de plus, ça s'est pas passé comme je l'avais préjugé. Déjà parce que lorsqu'on occupe une fonction, on pense au travers de cette fonction, on voit de cette manière et on porte quelques œillères. Dans une fonction de dirigeant, on est forcé d'être beaucoup plus œcuménique, de voir l'ensemble des domaines de l'entreprise et de ne plus préjuger. C'est simplement juger, comprendre et bien organiser. Et puis, moi-même, j'étais jugé au regard de la fonction que j'occupais précédemment.
et qui n'est plus la même. J'étais relativement jeune, donc il faut faire ses preuves. Et dans une entreprise de production, ça ne marche pas à la parole, ça marche aux actes, ça marche à l'exemple. Voilà, donc il a fallu quelques années pour que je m'impose. D'autant plus que mon prédécesseur était toujours là. Et même s'il se gardait d'agir, il était présent, ce qui était pour moi un avantage. Mais il était aussi présent dans l'esprit des salariés. Pour toi, c'est un avantage ? Parce que c'est vrai que j'ai eu plusieurs chefs d'entreprise où il y a eu une passation comme ça. Et les gens qui sont restés 2 ans avec les prédécesseurs, etc., où vraiment maintenant c'est... Enfin, ils déconseillent. C'est compliqué, on va dire. C'était bien parce que c'est une personne qui avait l'intelligence de savoir que dès lors qu'il donnait les clés, il les donnait vraiment. D'accord. Et il les a vraiment données. D'accord. Il répondait à mes questions, il était présent dans les discussions, il était un très bon support, mais il ne m'a jamais jugé ouvertement et n'a jamais interféré dans la gestion au quotidien, qu'il soit content ou pas. Donc il a été extrêmement fort et courageux dans son attitude. Et donc de ce point de vue-là, pour moi, c'était un avantage parce que j'avais quelqu'un d'expérimenté, un allié sur qui compter, avec qui échanger. Parce qu'un dirigeant est aussi quelqu'un de seul. Donc il est important de pouvoir discuter avec quelqu'un qui a eu la même fonction, qui est toujours associé et qui est engagé à mes côtés. Il y a des métiers que tu as découverts quand tu es devenu dirigeant, enfin des phases de ton métier que tu as découvert vraiment et que tu t'es pris un petit peu en pleine face quand tu es devenu pleinement le dirigeant de Siepel. Déjà, j'ai découvert les gens différemment. Ok. C'est déjà parce que la grille de lecture était différente et puis ce que je leur demandais était différent de ce qu'ils avaient vécu précédemment. Donc il fallait déjà qu'ils intègrent ma demande, qu'ils comprennent quels étaient mes objectifs. Les objectifs étaient à l'époque de sortir du marché français et de mettre en place une activité export, ce qui est facile à dire, mais qui prend beaucoup de temps. Parce qu'il y a des questions de langue, de compétences, de procédures, trouver des distributeurs, savoir valoriser une offre. Enfin bon, il y a tout un métier nouveau à apprendre. Siepel n'était pas tellement à l'export à ce moment-là ? Si, mais de manière assez marginale. Donc là, tu voulais vraiment... Moi, je voulais le systématiser et en faire un pourcentage important du chiffre d'affaires. Okay. Et donc, ça a pris presque 7 ans pour mettre en place l'ensemble des structures, recruter les personnes qui vont bien dans les différents services, faire de l'anglais une langue de travail. Oui. Ça ne se fait pas comme ça sur 1 ou 2 exercices, ça se fait vraiment dans la durée. Qui plus est, on est quand même dans le Morbihan, donc le recrutement n'est pas aujourd'hui, n'était pas à l'époque non plus quelque chose de facile. Une PME n'a pas forcément tous les moyens financiers pour rémunérer certains profils au niveau requis. Donc bref, il faut passer par différentes étapes d'apprentissage, de recrutement, d'erreurs, de succès pour bâtir une entité. On peut rentrer plus dans le détail. Alors Siepel, parce qu'on est resté très général, mais Siepel, qu'est-ce que vous faites chez Siepel ? Quels sont les savoir-faire de Siepel ? Il est temps que tu poses la question. Il est temps de s'intéresser à ça, parce qu'attention, là on rentre dans le... on fait de la vulgarisation chez Slice, donc on va expliquer... Soyons vulgaires. Soyons vulgaires. Donc nous fabriquons des cages de Faraday et des absorbants hyperfréquences. Donc une cage de Faraday, c'est une enceinte métallique qui est étanche aux ondes radio. Et lorsqu'elle est équipée intérieurement d'absorbants, cela permet d'effectuer des mesures d'ondes de manière précise et répétitive. D'accord. Par analogie, il existe, c'est un essai d'environnement. Il existe d'autres essais d'environnement tenus à l'eau, à la chaleur, à la pression, etc. Nous, nos clients, testent et caractérisent leur matériel dans leur environnement électromagnétique. J'ai vu que tu avais des tests d'antennes. Voilà, donc ça intéresse tout ce qui est lié à la radio, à la transmission, également au domaine de la compatibilité électromagnétique. D'accord. Et donc pour les mousses, pour les absorbants électromagnétiques, même principe, c'est pour équiper des... Ça va à l'intérieur d'une cage de Faraday. La cage de Faraday va isoler. Donc on n'est pas pollué par les ondes extérieures, on ne pollue pas par celles qu'on va générer dedans, et les absorbants permettent d'avoir des mesures répétitives pour éviter les réflexions d'ondes sur les parois intérieures. Et il y a autre chose que vous citez aussi sur le site de Siepel, c'est des chambres anéchoïques. Ah, c'est ça, c'est une chambre anéchoïque, c'est une cage de Faraday équipée d'absorbants. Ok. Anéchoïque sans écho d'ondes.
D'accord. Et quels sont tes marchés principaux Les grands comptes publics et privés de l'électronique. Donc c'est vaste, hein. C'est le spatial, l'automobile, le domaine des antennes, la défense, les universités, l'industrie. C'est quoi les types de choses qu'ils viennent tester pour essayer d'exemplifier Aujourd'hui, l'électronique est partout, et la radio également, que ce soit de la télécommande, de la transmission, et les appareils entre eux peuvent se perturber ou ne pas bien fonctionner dans leur environnement. Donc ils ne peuvent pas être commercialisés par nos clients tant qu'ils n'ont pas caractérisé, mis au point, qu'ils répondent à des normes internationales, leur donnant le droit d'être vendus. Ok, ça prend combien de temps un test ? Nous, nos clients, on leur vend le moyen pour le tester. Après, ils passent le temps qu'ils veulent. D'accord, donc en fait, vous fabriquez ça que vous livrez on fabrique sur mesure le moyen de test adapté à leurs produits. Vous, chez vous, faites des tests ? Chez nous, non, on ne va pas concurrencer nos clients. D'accord. On leur vend le matériel de test, mais on ne le fait pas nous-mêmes. Donc tu fabriques tout le matériel, et j'ai vu aussi que vous étiez sur mesure. C'est forcément adapté. Si tu vas du bureau d'études jusqu'à... Ah oui, donc comme on réalise un produit en sur-mesure, adapté aux besoins du client, en fait, il n'y a pas vraiment de réponse catalogue. Donc on va définir la meilleure installation possible, le meilleur moyen d'essai possible. Et pour ça, après, on va le concevoir, on va le dessiner, le fabriquer, le livrer, l'installer et le mettre en service. D'accord. Et ça, enfin, je sais que vous êtes beaucoup sur l'export. Il y a un bureau qui a ouvert à Taïwan. Oui. C'était en 2018. Et depuis, c'est devenu une filiale. D'accord, Siepel Taïwan. Oui. Mais qui n'a qu'un rôle commercial. Son rôle, c'est de soutenir tous nos distributeurs en Asie du Sud-Est, en Russie et aux États-Unis, avec la présence d'un ingénieur, d'un expatrié qui va monter en puissance en termes de recrutement, pour soutenir nos distributeurs dans les phases d'avant-vente et de définition de projet très en amont auprès des clients. Et tout est fabriqué à la Trinité ? Ah oui, notre principe, c'est de fabriquer à la Trinité. Ok, et tout est envoyé en fait en pièces détachées. Et après, ça part en kit et puis c'est installé. Et vous avez aussi un savoir-faire sur la cybersécurité des infrastructures. C'est bien dit. Oui, c'est écrit sur le site. Je n'ai fait que pomper. C'était le métier historique de l'entreprise. L'entreprise avait été créée à l'époque pour fournir des cages de Faraday permettant d'isoler les installations de communication des ambassades de France. À l'étranger. Ouais. Bah oui, par définition. Nul. Et la cage de Faraday permettant d'isoler des rayonnements radio, elle permet d'éviter que certaines informations puissent être captées à l'extérieur. Donc c'est vraiment la construction de chambres C'est une enceinte dans laquelle on va trouver maintenant du matériel informatique, éventuellement des opérateurs qui vont travailler à l'abri de toute intrusion électromagnétique. D'accord. Mais on fabrique également et on installe également des salles sécurisées qui permettent de garantir la confidentialité des réunions sensibles. Aujourd'hui, notre pire ennemi, c'est le téléphone portable. Il y a certains endroits, de toute façon, quand tu arrives pour une réunion, ils te prennent ton téléphone portable, qu'ils enferment dans des boîtes. Certes, mais tout le monde n'a pas envie de donner son téléphone. Ouais. Et une autorité ou un patron d'un groupe du CAC 40, un VIP, n'a aucune envie de laisser son téléphone à un tiers. Donc il veut le garder avec lui. Et donc on a des solutions qui permettent de conserver le téléphone tout en évitant qu'il n'enregistre ou n'émette à l'insu de son utilisateur. Parce que comme tu le sais, même éteint, on n'a pas la maîtrise de son comportement. Okay. Et dans le monde numérique d'aujourd'hui, il faut être extrêmement vigilant à sécuriser nos réunions. Et nous y contribuons. Oui, j'ai vu que tu avais des pochettes. Alors, c'est pareil. C'est pour pouvoir se protéger en mobilité. Il peut être utile quelquefois de rentrer son téléphone portable ou un smart ou une tablette dans une pochette qui va couper toute communication. Donc on est certain que le téléphone n'est pas tracé et n'émet pas. Et en version plus grosse, tu as la Secure Box qui a eu un trophée là, au trophée de la sécurité. Oui, parce que une pochette permet de couper la liaison radio, mais n'empêche pas d'enregistrer. D'accord. Alors que la Secure Box
permet d'être certain de l'isolation acoustique tout en empêchant toute transmission radio. Donc ça permet d'utiliser une salle de réunion standard, de mettre ses téléphones dedans, donc chaque participant se défausse tout en ayant sous les yeux ses appareils qui sont à portée de main et d'être dans un cadre sécurisé. Il y a quand même une question que je me pose parce que une Secure Box ou des pochettes, je suppose que ce sont des produits qui peuvent se vendre régulièrement et en grande quantité, on va dire, mais des cages de Faraday, c'est pareil. Le marché, c'est pareil. Tous les jours, 15. On ne parle pas des mêmes prix non plus, oui. Donc les marges n'étant pas les mêmes, on ne gagne pas notre vie de façon identique. Aujourd'hui, le marché devient mondial, c'est une évidence, mais il devient aussi global dans l'offre. C'est-à-dire que nos clients, je vais dire une chose désagréable, sont de moins en moins responsables et de plus en plus soucieux de trouver un fournisseur qui le décharge de ses propres responsabilités. Donc avec un panel d'offres, avec un catalogue de solutions techniques, on vient répondre à différentes menaces ou différents besoins et on met à l'aise le client en ayant la capacité à lui offrir différentes solutions techniques. D'accord. Mais je veux dire, tu vends une cage de Faraday tous les jours ou... Non, on n'est pas sur ces... On en vend au moins une par semaine, hein, donc, sans compter les petits produits, sans compter les absorbants qui peuvent être vendus comme des composants et qui sont vendus comme des composants, sans vendre de la maintenance, de la mesure. Donc non, le catalogue est vaste. D'accord. Et en plus, je vais même t'approcher une question. Une cage de Faraday, ça se remplace, ça s'use, ça évolue, parce que les normes changent. Et donc nos clients doivent rester absolument au niveau des normes qu'ils sont censés respecter. Non, mais j'imaginais pas que c'était aussi vaste comme marché. Est-ce que vous êtes sur... Ça reste un marché de niche, attention. Oui. Et ça le sera toujours. Oui, mais est-ce qu'il y a des choses là qui sont en préparation, en développement Oui, parce qu'on est toujours on est un peu condamné positivement à innover. Donc on se doit de faire évoluer les produits en tant que tels, mais également de suivre les exigences normatives. On s'aperçoit également, prenons l'exemple de la 5G que tout le monde connaît. Pour l'instant, c'est un chiffre et une lettre pour la plupart des gens. Mais c'est pas une bataille navale. La 5G, c'est également c'est des fréquences en réalité. Et c'est des fréquences qui sont relativement hautes. On peut être à 26 GHz, ce qui est extrêmement haut pour ceux qui connaissent, sachant que les premiers téléphones portables étaient dans les 900 mégas. Donc on est sur des changements techniques importants. Il y a des ruptures technologiques. Donc ça veut dire que les moyens d'essai de qualification doivent s'adapter aussi, avec des évolutions. Et c'est ce que nous vivons en ce moment. L'objet connecté également. Donc il y a énormément de ruptures qui sont en train de se dérouler. Oui, et puis de toute façon, vu que ça va ne faire que évoluer, que s'accentuer, tout le monde va avoir sa maison connectée. Oui, il va falloir... c'est une bonne nouvelle pour Siepel. Je sais pas, parce qu'il faut conserver les savoirs en France, il faut aussi faire attention aux aspects concurrentiels. On est dans un métier où il faut des gens extrêmement compétents, dans tous les domaines qu'ils soient, que ce soit en production ou en conception. Et donc ça veut dire qu'on est énormément tributaire de nos ressources humaines. On est tributaire des gens qu'on peut recruter, de leurs compétences, d'être capable de les former, d'être capable de les fidéliser. Et face à des pays émergents qui vont tôt ou tard se doter des mêmes compétences à des coûts différents. Donc on est condamné à toujours devoir s'améliorer et développer et innover si on veut pouvoir perdurer, et ne serait-ce que perdurer et rester en France. Tu parlais du recrutement tout à l'heure. Est-ce que c'est une difficulté aujourd'hui pour Siepel de recruter ? Ça l'a toujours été. Et c'est pas propre à nous, c'est propre à être en Bretagne. On est quand même un peu excentré dans le Morbihan. C'est agréable à vivre. C'est plus compliqué en termes de recrutement. On n'est pas dans un bassin d'emploi important ou un bassin industriel. Donc l'attractivité n'est pas forcément là d'un point de vue emploi. Mais on n'est pas les seuls. Aujourd'hui en France, c'est une problématique récurrente.
quel que soit le niveau de compétence. Donc c'est pour ça qu'on veille à former. Une personne recrutée chez nous met en gros 2 à 3 ans avant d'être opérationnelle. Ah oui, d'accord, parce que sinon c'est à quel niveau, enfin Quel que soit le niveau. Quel type de formation que tu cherches, que tu recrutes? Quel que soit le profil, qu'on prenne une assistante commerciale ou qu'on prenne un dessinateur, il y a un temps de formation qui est long. Ok. Quel que soit le niveau d'entrée. D'accord, et tu as beaucoup de mouvements de personnel ou les gens en très règle peu, générale... Très peu, parce qu'une fois que les gens sont ancrés et sont satisfaits, ils ne bougent pas, et puis on essaye de faire évoluer ceux qui le souhaitent, qui ne restent pas toujours dans un même poste, et puis on capitalise leur expérience en les faisant évoluer, encore une fois, s'ils en ont envie. Donc sur le site de la Trinité, vous êtes une 60aine, si mes chiffres sont bons, et donc à Taïwan, pour l'instant... Et on a une personne, mais qui va être amenée à recruter et puis à développer l'activité. Depuis que tu as repris CEPEL, est-ce que tu as eu des grosses frayeurs? Non, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a... La plus grosse des frayeurs, ça serait un accident mortel. Ça serait qu'il y a un salarié qui a un accident et qui a un décès. C'est le seul sujet, à mon avis, vraiment, vraiment grave. Le reste, après, c'est de l'argent, c'est pas de la personne. Donc je veux considérer les personnes comme étant plus importantes. Donc non, il n'y a pas de frayeur en tant que tel, il y a des pressions permanentes, ce qui n'est pas du tout la même chose. Tu peux nous parler de ces pressions? Les pressions, c'est que un dirigeant n'a pas le droit à l'erreur. Donc on est en compétition tous les jours, on l'a choisi, on l'a voulu, donc on est servi. De ce point de vue-là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous retirer. Mais tu sens au jour le jour que tu as la pression quand même? Oui, t'es en tension. elle est plus ou moins marquée, mais la pression est là parce que même très bien entouré, même avec des gens compétents pour diriger des services ou au sein des services des personnes connaissant leur métier, les problématiques finissent par remonter sur mon bureau à un moment ou à un autre. Coucou. Donc il faut trancher, il faut le faire de manière intelligente, il faut essayer de le faire de manière partagée, comprise, ce qui est déjà une pression en soi, parce que c'est pas forcément évident. Il faut éviter de faire de la politique, il faut éviter de faire du favoritisme, il faut traiter chacun sur un pied d'égalité. C'est une forme de pression aussi, parce qu'on peut se tromper. Mais c'est le plaisir de ce type de poste. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Donc ça, c'est une pression. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bon, c'est déjà bien, il y en a plein. Bien gratiné. Il y en a plein tout le temps. Et les pressions les plus récentes, il y a les pressions du Covid, il y a les pressions de la réglementation, il y a on vit dans un monde qui se judiciarise de plus en plus. Donc ce qui avant n'était pas forcément réglementé, aujourd'hui fait l'objet de normes, de lois, de décrets qu'il faut respecter. Donc on a une grosse part d'énergie et d'argent qui est dépensée en actes purement administratifs, peu importe qu'ils soient justifiés ou non, mais qui sont à exécuter. Et attends, j'avais une question. Oui, on n'a pas parlé en détail des métiers de CIEPEL. Alors les métiers, en termes de compétences, on va de l'apprenti jusqu'au docteur. Donc ça veut dire que l'amplitude est assez vaste pour une PME. On a des métiers dans la métallurgie, on a des métiers un peu plus dans la chimie, on en a dans l'intégration des deux. Et puis on a de la conception, du dessin industriel, 2D, 3D, de la gestion de projet. On a également une forte activité commerciale, donc ça veut dire qu'il faut des ingénieurs de vente qualifiés à la fois en vente et en technique. Et comme sur un domaine technique où nous sommes les seuls en France, on est face à une concurrence maintenant internationale, ça veut dire qu'il faut être bon. Donc il faut être très exigeant envers nous-mêmes, et c'est le dernier métier de CIEPEL, c'est d'exigence, de s'imposer une exigence assez forte pour pouvoir être en compétition et faire face à des concurrents plus anciens, plus gros, plus riches, et vis-à-vis desquels on ne peut combattre que par l'intelligence. Donc vous êtes le dernier, enfin CIEPEL, c'est la dernière entreprise qui fait des cages de Faraday en France. Fabriquant des cages de Faraday, des absorbants, les intégrants, oui, on est les derniers. Et quelquefois, on préférait qu'on ait un homologue en France, parce que
nos clients français parfois rechignent à acheter français, pensant qu'ils nous favorisent. Donc on est un pays parfois avec un état d'esprit un peu particulier qu'on n'irait pas trouver en Allemagne ou aux États-Unis, manifestement. America first. Donc le Covid et la crise qui a suivi a fait prendre conscience, notamment aux grands comptes français, qu'ils pouvaient acheter français sans être déshonorés ni avantager qui que ce soit. Maintenant, ce que je peux dire, c'est qu'une PME industrielle crée de l'emploi, recrute des gens pas forcément diplômés, les amène à acquérir un métier, à évoluer, à pouvoir faire une vie entière avec des métiers différents. Je pense que l'industrie, c'est le seul secteur qui est capable d'amener une évolution pour tout type de personnes, tout type de diplômés ou sans diplôme, et être capable de faire sa vie en parallèle. T'as du temps un petit peu à côté pour faire des choses toi au niveau personnel? Je sais pas. Ça dépend des jours. Je sais pas. En fait, il n'y a plus de frontières entre la vie personnelle et puis la vie professionnelle. Dans ce type de fonction, il faut savoir éteindre le téléphone, il faut savoir couper et ne pas être toujours pollué dans la sphère familiale ou personnelle par le professionnel. Mais la frontière est extrêmement fine. Mais encore une fois, on l'a choisi. Ce qu'il faut, c'est savoir s'aménager des moments de tranquillité, des moments où on fait effectivement ce qu'on souhaite, tout en sachant que on a accepté un mode de vie où le pro et le privé sont liés. Parce que même au niveau relations sociales, forcément, on entretient aussi des relations avec des gens qui ont à peu près les mêmes métiers, parce qu'on partage les mêmes connivences, les mêmes contraintes, les mêmes centres d'intérêt. Donc oui, je réussis à avoir... je ne suis pas une bête de sacrifier sur l'autel du professionnel de manière dogmatique, même si les heures travaillées sont très conséquentes. Je sais tirer la porte, éteindre et puis passer à autre chose, au moins pendant 2 jours de week-end quand ça se présente. Je sais pas si on peut parler de divertissement, mais est-ce que c'est moi qui fais une erreur, mais tu es à l'UMM? Oui. Tu es vice-président, donc l'UMM. L'UMM, c'est une chambre syndicale, c'est la chambre de la métallurgie, et donc je suis le vice-président pour le 56. Pour le Morbihan. Oui, pour le Morbihan. Une entreprise n'existe pas que pour gérer des clients, créer du profit, et une entreprise a aussi un rôle social. Lorsqu'on prétend, ça fait toujours un peu sourire parce qu'on dit tiens, c'est encore un discours convenu sur la gentille entreprise. Mais une entreprise existe dans son écosystème, elle existe dans son environnement. Elle ne peut pas exister seule. Et donc nous, on est depuis la création d'entreprise membre de cette fédération de la métallurgie, qui règle nos vies, parce que la convention collective, les règles de travail, les classifications, les rémunérations sont définies par cette structure. À un moment, il était intéressant de s'impliquer localement, même modestement, parce que il faut savoir contribuer à l'écosystème dans lequel on existe et ne pas en être uniquement un profiteur ou un opportuniste, mais également donner du temps pour contribuer à ce qu'on ait un mode de fonctionnement global d'entreprise, désireuse aussi d'une certaine façon du bien-être des salariés. Terme galvaudé et bien évidemment on pourrait concevoir comme politiquement correct, mais c'est tout à fait l'inverse. Et puis il n'y a pas de dialogue social sans 2 parties autour de la table. Ouais. On parlait de ça tout à l'heure, tu as un peu évoqué le Covid. Ça s'est passé comment pour Siepel, toute cette période? Vous avez un atelier, donc je suppose que le télétravail, c'est... Oui, le télétravail n'est pas propice à la fabrication. Chacun a son petit bout de... on a été extrêmement prudent. On a même anticipé le port du masque avant qu'il soit obligatoire en juin 2020. Et on n'a pas eu parmi nos salariés de cas. Donc le Covid en interne a été bien géré, les salariés ont été responsables.
c'est contraignant, ça ennuie tout le monde, Mais bon, la vie sociale ça protège tout le a monde. été très impactée, mais pour l'instant, pas de malade. Pour te répondre, le Covid a surtout montré que nos clients, les grands groupes, les administrations peuvent se bloquer et se figer très facilement à partir du moment où ce type de virus arrive, où la règle sanitaire impose effectivement un télétravail ou de la distanciation. Et on a plutôt subi un coincement de l'économie, qu'elle soit française ou internationale, plus que nous-mêmes des contraintes sanitaires, parce qu'on a été très prudents. D'accord, ok. Donc c'est plus oui, l'extérieur que vous à C'est l'aspect l'intérieur. économique dont on souffre, mais pas l'aspect sanitaire ou médical en tant que tel. Tu m'as beaucoup questionné à juste titre sur l'aspect entrepreneurial. Finalement, être intéressé, être motivé et vouloir diriger l'entreprise ne relève pas forcément je dirais, d'un gène particulier dont on est hérité à la naissance ou d'une éducation, parce que je n'étais pas dans un milieu où il y avait entreprise. Mais ça relève d'une envie, probablement, et d'une nature. Il faut aussi avoir un caractère. Tu l'as toujours eu cette envie ou non, c'est arrivé Avec le retour, je le découvre, non, parce que j'ai découvert tardivement que j'avais envie de ça, mais finalement, je possédais les éléments de caractère qui m'ont permis lorsque j'ai découvert que j'avais envie de ce type de fonction, qui m'ont permis de rentrer dedans avec pas mal de défauts, mais aussi quelques éléments de résistance et de motivation, de curiosité et de respect des gens qui m'ont permis d'y rentrer. C'est ça la question que je voulais te poser. Est-ce que dans ton boulot au jour le jour, il y a quelque chose que tu préfères et au contraire, peut-être des tâches qui sont un peu moins ta tasse de thé? Je pense que c'est une très bonne question. Plus le temps avance et mieux je peux cerner ce que je n'aime pas faire. Okay, ça c'est clair. C'est le début de la sagesse. Non, parce que j'ai une fonction où je suis le seul dans l'entreprise qui n'ait pas le droit de dire non, entre guillemets. J'ai pas le droit non plus de ne pas de ne pas faire. Non, j'ai pas envie. Voilà. Wow. Donc c'est pas un pouvoir royal, c'est un mode de fonctionnement par l'exemplarité. Donc il y a beaucoup de choses que je fais que je n'aime pas et que beaucoup de personnes seraient surprises d'entendre si je leur disais que j'aime pas telle et telle chose, alors que je le fais au quotidien. Je veux tout savoir. Et de manière impliquée. Choquons les gens. De manière positive, je sais de mieux en mieux ce que je ne sais pas faire, ce que je sais à peu près faire. Et avec le temps, bien évidemment, je préfère aller dans ce que je préfère parce que ce que je sais faire. Tu as bien vu quand je t'ai raconté un peu les bribes de mon parcours que j'ai quand même passé près d'une vingtaine d'années dans du challenge, à prendre des jobs avec beaucoup de risques, avec beaucoup d'acquisitions à faire, avec beaucoup de travail. Quand mes enfants étaient en bas âge, tu m'en parlais tout à l'heure, j'ai passé certaines vacances où à la plage je lisais des bouquins d'électronique. D'accord, tout en m'occupant d'eux à côté. Mais le train ne repasse pas deux fois. Il faut aussi, quand on fait des choix ou qu'on veut en effectuer, il faut être à la hauteur. Il faut donc, si on rate, il ne faut pas se dire que c'est pas de chance. Si on rate, c'est parce qu'on n'a pas pu, qu'on n'a pas su ou qu'il y a des circonstances. Mais il ne faut pas que ça soit par un manque de travail ou par un manque de clairvoyance ou un manque d'engagement, tout simplement. Donc, ce que je n'aime pas faire aujourd'hui, c'est gérer des situations ou des conditions de conflit. Ok. Oui. Parce que j'en ai vu beaucoup et que finalement ça me motive moins. Ça ne veut pas dire que ça ne m'intéresse pas, mais non, voilà. Je ne cherche pas forcément à être celui qui sait solutionner ou qui va régler tout type de conflit. Ou qui arbitre, quoi. Non, toi t'as raison, toi t'as tort. Ça m'intéresse pas. Parce que je pense qu'il faut apprendre à aller au-delà et ne pas arriver surtout à ces situations. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut arriver désamorcer bien avant.
avec l'expérience, il faut être capable de déceler les conflits humains, si jamais il y en a et si jamais ils sont latents, pour éviter qu'ils ne s'exacerbent ou qu'ils explosent. Non, il faut les anticiper. Et je pense que régler un conflit, ça va être passer à côté de quelque chose et de ne pas l'avoir anticipé. Ah oui, tu le prends comme un échec de ton management. Ah oui, ouais. Je pense, ouais. Après, quand tu es une petite boîte de 10 personnes, on va dire, c'est peut-être plus facile de voir les choses que quand tu voyages beaucoup, parce que tu as beaucoup d'exports et que tu as beaucoup d'employés aussi, tu peux pas non plus suivre et avoir les yeux. Non, c'est pour Après, ça. tu peux avoir des indicateurs, on est bien d'accord, mais à un moment donné, c'est pas gérable. En fait, la question que tu poses, la question de la délégation. Parce qu'en fait, il faut savoir assez vite ne pas hésiter à déléguer. Ça, c'est évident. Contrôler, mettre en place les indicateurs, les systèmes d'information pour savoir ce qui se passe, mais déléguer et ne jamais penser qu'on a la seule méthode. Il faut déléguer avec une mission claire et la personne à qui on délègue l'exécute à sa manière, mais doit tenir l'objectif. Ouais. Et c'est ça qui est plutôt intéressant. Et donc, hormis ça, il y a d'autres choses qui ne m'intéressent pas ou qui m'ennuient. Je crois que j'ai moins envie de voyager. Ça, c'est possible. Bon, c'est pas très original. Hein. Il y a un moment où faire des heures de transport, quel qu'il soit, on en touche la limite. Hein. Ouais. C'est évident. Et puis c'est à peu près tout. Donc, tu vois, il y a comme encore plus de sujets de motivation et à faire. Et à la tête de Siepel, du coup, si c'était à refaire, est-ce que tu ferais tout pareil ou est-ce qu'il y a des choses que tu changerais ? Sur la base de l'expérience acquise, donc c'est extrêmement facile de réécrire l'histoire dans ces conditions, donc je ne vais pas m'en priver. Je ferais la même chose à l'envers. Donc, c'est-à-dire, je ferai tout différemment, en accentuant les éléments importants, je serai beaucoup plus respectueux, encore plus respectueux des gens que je le suis aujourd'hui, et c'est pourtant, je pense, un critère que je cultive. Mais dans le même temps, ceux qui n'adhèrent pas ou ceux qui viennent polluer le groupe, il faut savoir s'en séparer très vite. Donc, il est parfois des choix dits de diplomatie ou d'attente ou de voir venir, qui finalement s'avère beaucoup plus désagréable à traiter des mois ou des années après que de le faire à chaud. Quelquefois, il faut quand même suivre son instinct dans la relation avec les autres et en permanence privilégier l'intérêt du groupe et non pas celui d'une personne. Mais tu penses que tu as été trop coulant sur certains... Tolérant. J'ai été trop tolérant. J'ai aussi peut-être surestimé des personnes. C'est toujours mieux que de les sous-estimer, me diras-tu. Mais quand on surestime des gens, en fait, c'est une double peine. C'est qu'on les met dans des positions qu'ils ne peuvent pas assumer et qui les mettent mal. Et on arrive derrière à une déception, à une frustration qu'il faut résoudre. Et c'est rarement de manière amicale ou facile. On en parlait hors micro, tu parlais de l'importance du doute. Tu penses que c'est fondamental pour un dirigeant de cultiver le doute ? Oui, tous les jours, il faut se réveiller et être un peu comme un start-upper, c'est-à-dire, même en s'appuyant sur des fondamentaux de l'acquis, de vouloir ne pas suivre tous les codes, c'est s'intéresser aux nouveautés, s'intéresser aux nouvelles façons de penser. Il ne faut pas être conservateur, il faut être classique sur certains fondamentaux d'organisation, de gestion, de respect des gens, mais par contre, dans les méthodes de travail, dans les méthodes de communication, dans les recherches de marché, dans la confiance à donner aux autres, il faut être un peu iconoclaste. Ok. Donc tu l'as dit tout à l'heure, on a parlé de tes enfants. Est-ce que tu penses à la transmission Est-ce qu'ils viennent, est-ce qu'ils connaissent Siepel, est-ce qu'ils traînent dans les... Il a toujours été clair, en tout cas déjà avec moi-même historiquement et par la suite avec eux, qu'ils ne seraient jamais impliqués. Donc j'ai toujours considéré et c'est un peu l'histoire de l'entreprise, puisque je suis le 3e dirigeant, il n'y a pas de dynastie. Moi, je pense que c'est dans ce type d'entreprise, et en tout cas tel que je le conçois, c'est le méritant qui doit pouvoir accéder.
Donc si demain, parce que tôt ou tard je vais devoir passer la main, ça sera avec plaisir. Très longues années. Pas tant que ça sera avec plaisir. Et l'idéal serait que ce soit un salarié, un cadre par exemple, parce qu'après tout, il connaît l'entreprise, il en connaît les rouages, il connaît les personnes. S'il en a la capacité à pouvoir assurer un continuum, je trouverais ça comme étant un gage de succès. Donc non, mes enfants feront leur vie, je veux qu'ils fassent leur vie, et surtout pas dans mes pas. Mais s'il y en a un qui arrive et qui te dit ça m'intéresse beaucoup, j'ai envie d'apprendre, je veux, c'est pas non plus... Je suis pas certain d'être très à l'écoute malgré tout. Je lui demanderais d'aller faire ses preuves ailleurs. D'accord. Et en tout cas, s'il devait vraiment insister, je pense qu'il faudrait qu'il aille faire une bonne dizaine d'années ailleurs, histoire de voir si dans 10 ans il a toujours la même envie. T'as que 50 ans, ils ont le temps. Allez-y si vous voulez. J'ai 57 ans. Écoute, je pense on a fait le tour, je pense. Si t'as d'autres sujets que tu penses importants, peut-être l'export, je sais pas. Non, l'export n'est pas un sujet forcément important, Ouais. c'est un acte de gestion, c'est une décision d'orientation. Non, ce qui est important, c'est que ceux qui ont envie d'être à leur compte, d'être dirigeants, de se lancer, c'est de le faire, non pas pour briller par rapport à soi-même ou dans le regard des autres, mais c'est de le faire en sachant que la route est compliquée, qu'elle est très exigeante, qu'elle nécessite de se former en permanence, d'être très à l'écoute, d'être très humble, de savoir remettre en question un jour ce qu'on a décidé la veille, et de le faire en toute honnêteté, et de se dire que la contrepartie de ces exigences, en fait, de ces contraintes, c'est la liberté de créer, la liberté de pouvoir décider. Et aujourd'hui, c'est quasiment la seule liberté qui reste dans nos modes de vie et dans nos sociétés. Écoute, tu précèdes ma dernière question qui est toujours de savoir si tu as des petits conseils à donner à des jeunes là, qui voudraient monter leur entreprise ou reprendre une entreprise. Là, je pense que tu as dit l'essentiel, mais je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose à la rubrique conseil. Déjà, ça sera avec un conseil avec un C minuscule. Non, je dirais qu'ils n'hésitent pas à rentrer dans les groupes d'entrepreneurs. Le club de jeunes dirigeants, des clubs d'entreprise, des clubs de gens qui sont comme eux et qui sauront leur donner avec bienveillance l'ensemble des conseils dont ils sauront utiliser à bon escient les meilleurs. Ok, et puis surtout de oser et puis de savoir se remettre en question. Je pense que c'est important. Bah écoute, merci beaucoup pour cet échange. Écoute Marjolaine, c'était un plaisir dans cette ville de Vannes avec les cloches qui avec la cathédrale. Avec les cloches, l'église qui décide de souligner, de sonner le glas de cette entrevue. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à moi. Et puis, je te souhaite le meilleur. On n'a pas parlé de ça. Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent là pour Siepel, des annonces, je sais pas moi, des agrandissements, Non, il y en aura certainement, mais pas avant quelques semaines. Tu as probablement un mois d'avance, donc tu vas être condamné à revenir. C'est bien, ouais. Tu seras diffusé en juin. Est-ce qu'en juin on pourra... Absolument. Merci beaucoup, à très bientôt. Marjolaine, merci. Bye bye. Bonne continuation, au revoir. Merci. Merci encore à Christophe d'avoir bien voulu se confier au micro de Slice. Vous pourrez retrouver de plus amples informations sur Siepel dans l'article dédié à Christophe sur le site internet de Slice, www.slice-lepodcast.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien.